Si je devais retenir 3 qualités pour un pilote de chasse, je crois que je retiendrais avant tout la rigueur. En second, la ténacité, la volonté. Et pour finir, je ne sais pas si c'est une qualité, mais l'agressivité du pilote. Le mordant, le niaque. Il faut savoir que quand on recrute un pilote dans l'armée de l'air, avant qu'il arrive à son bâton de maréchal, le chef de patrouille, il faut environ 8 ans. Et ce qui explique d'ailleurs, ça me fait sourire parce que je voulais faire chirurgien étant petit. J'ai opté pour pilote de chasse. Mais on s'aperçoit que pour former un pilote de chasse au sommet de son art, c'est totalement équivalent au temps qu'il faut pour former un docteur en médecine, par exemple. Et donc, on pourrait presque faire la comparaison et dire que nous obtenons un doctorat en pilotage. Ils vivent en 3 dimensions et passent le mur du son tous les jours. Ces guerriers des temps modernes sont les pilotes de chasse du 212 Picardie. À 38 ans, le lieutenant-colonel Bergano commande cet escadron composé de 170 hommes et femmes. Mais attention, ce chef d'entreprise un peu particulier est aussi un redoutable pilote de combat. J'ai bien fait de ranger mon vélo. Les avions de chasse, que ce soit bombardiers ou défense aérienne d'ailleurs, ce ne sont pas des avions de voltige. Je ne suis pas payé à faire seulement du pilotage. Je suis payé à délivrer de l'armement dans des conditions fixées par ce que nous appelons les règles d'engagement, qui elles-mêmes sont fixées par les hautes autorités. Oui, je suis un guerrier. Et des temps modernes, oui. Le Mirage 2000 est quand même un avion récent, c'est quand même une belle bête. C'est quand même une très belle technologie, c'est un peu... on pourrait le comparer à une Formule 1 par rapport à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Maintenant, te laisse pas faire. Nous, notre métier se passe dans 3 dimensions et demande justement une spatialisation, une capacité à spatialiser et à voir en 3 dimensions qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Au taquet. Le simulateur est un système d'entraînement qui permet de placer le pilote dans des conditions de vols extrêmes. Voilà, bon. Ok, j'ai une fréquence avec. Ok. Dans des configurations tactiques variées, il l'amène à faire face à des pannes simulées. Les scénarios présentent les pires cas de figure. Météo exécrable, cibles aériennes ennemies multiples, fort vent de travers à l'atterrissage, panne d'instruments pendant un vol de nuit. Sans compter sur les problèmes auxquels ne s'attend pas le pilote, programmé à la dernière seconde par l'opérateur pour tester ses réactions en direct.
Il est vrai qu'on apprend, nous apprenons à faire notre métier. Il y a des situations qui se répètent, mais qui ne sont jamais identiques. Il n'y a pas un vol qui soit identique à un autre vol. Tous les vols apportent leurs surprises, que ce soit des surprises agréables ou désagréables. Et après, à nous de tirer les leçons, de nous améliorer et de tirer le meilleur parti, primo, de notre machine et secondo, de nos équipiers lorsque nous sommes en patrouille. À l'escalon, c'est vrai qu'on a une certaine diversité, mais quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ancienneté, quel que soit leur sexe, vu qu'on a une pilote de sexe féminin maintenant, pour moi, quoi qu'il arrive, disons, ils sont et ils demeurent des pilotes essentiellement, et uniquement d'ailleurs. L'aspirant Marie Chassigne-Mac, 22 ans. Il lui reste encore de longues années de formation difficile pour obtenir la qualification de chef de patrouille. Quand j'étais petite, même si j'ai dû le dire une fois à mes parents, je serais pilote de chasse, mais je m'en souviens pas, j'étais assez petite. Après, j'ai pensé faire d'autres métiers, des métiers de fille, je voulais faire boulangère. Ensuite, donc, je suis passée par un petit peu tous les métiers. Puis, par contre, quand j'ai vraiment commencé à chercher ce que je voulais faire après, je voulais faire un métier qui bougeait, un métier qui me correspondait. Et donc, c'est là que je me suis vraiment penchée sur le métier de pilote de chasse. Après chaque vol, la séance de débriefing. On parle un peu des tactiques. Yep. Ce que je voulais, c'était la préserver des tirs. Donc, c'était moi qui me mettais dans la position la moins favorable, c'est-à-dire que je partais en cut-off sur vous. Je m'attendais à avoir des manips, soit dans un sens, soit de l'autre. Donc je partais en cut-off, alors que le Kate partait en offset 30 degrés. Le principe, c'est qu'on a un piège à bus sur l'avion qui enregistre les données inertielles et autres. Ce qui veut dire que ça enregistre la position de l'avion, les tirs et les menaces. Les plus expérimentés se doivent de transmettre leur savoir aux jeunes pilotes. Tu restes en place. En revanche, ta position, t'es pas en bonne position pour le weigh-in. J'ai briefé radar attaque. Tu te mets en battle. Bon, j'ai pas voulu t'agacer, mais en weigh-in, way-out, c'était radar attaque. On a des moments pas faciles, je dirais pas forcément de doute, mais on a des moments pas faciles, oui. Il y a forcément certains vols qu'on va pas forcément très bien réussir, donc là on se dit bon, on pense éventuellement à l'échec, sans l'envisager, mais on y pense un petit peu. Et donc là, c'est des moments pas faciles. Il faut savoir remonter la pente. Est-ce qu'on forme les pilotes? Oui, bien évidemment. On les forme à être de plus en plus efficaces. On les forme ensuite à pouvoir former les autres pilotes. Et au final, on les forme à pouvoir diriger en vol et au sol des équipes de pilotes. Donc oui, il y a une formation, mais un seul but, une seule mission, c'est celle qui nous est fixée, c'est la défense aérienne. En temps de guerre, les pilotes de chasse ont pour principale mission la reconnaissance, la défense aérienne et le bombardement. Je suis certain que, en ce qui me concerne et en ce qui concerne les gens de mon escadron, ce sont tous des guerriers. Ils ont été formés pour ça. Ils ont tous la conscience qu'un jour, ils seront peut-être amenés à délivrer de l'armement. Qui plus est, on a fait suffisamment d'opérations depuis suffisamment longtemps. Depuis que je suis pilote opérationnel, je n'ai fait que des OPEX, des opérations extérieures. On sait qu'on est là pour faire voler un instrument qui permet à la France d'imposer sa politique ou sa stratégie et qui permet également très régulièrement de restaurer la paix et ensuite de conserver cette paix, de la maintenir.
qu'en fait on a une simple casquette, c'est le métier de pilote de chasse, donc le métier de pilote de combat. Après, on n'est pas là pour faire du tourisme, donc pour moi, on n'a qu'une seule casquette au sein de l'armée, c'est pilote de combat. Je me considère comme un favorisé, ça c'est sûr, parce que j'ai réussi à faire un des deux métiers que je voulais faire, une passion. Je me fais un plaisir tous les jours. En revanche, savoir si je suis exceptionnel, non. Je ne pense pas, et je suis même sûr du contraire. Et il faut savoir qu'on peut devenir pilote de chasse. Il suffit au minimum d'avoir le baccalauréat et surtout pas mal de volonté derrière pour réussir. Check the system and the check-in. And the takeoff will be tried. Them sweet or what system then? Beaucoup de volonté et des années de préparation car la sélection est draconienne. Durant leurs 8 années de formation, rien ne leur sera épargné, tant sur le plan psychologique que physique. L'exigence est telle qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Les missions de combat que j'ai faites depuis dans ma carrière opérationnelle. Donc j'entends parler des missions opérationnelles. Donc, la toute première, c'était quand j'étais jeune pilote de combat opérationnel, où là j'ai pris l'alerte à Cambrai pour la première fois. Bon, là, je l'ai fait régulièrement sur 2 ans et demi, 3 ans. En parallèle, il y a eu le début de la guerre du Golfe. Donc là, j'ai participé sur Mirage F1 au Qatar à l'opération Alice, qui aidait les Qataris à se défendre vis-à-vis d'une agression potentielle de l'Irak. Puis après, je suis retourné en Arabie, mais donc à Daran, puis à Al-Kharj. Au total, 7 périodes de 2 mois. J'ai également participé aux opérations au-dessus de la Bosnie au moment des frappes aériennes. J'ai participé à l'état-major français et également j'étais intégré au niveau de l'état-major américain à Vicenza pendant la guerre du Kosovo. Et pour finir, j'ai fait 4 mois et 1 semaine, j'y tiens, à Sarajevo. J'étais chef des ce qu'on appelle des TACPI, donc des équipes au sol qui guident le bombardement des avions de chasse. Le ciel en bas, la terre en haut. Les pilotes s'infligent de violentes accélérations appelées facteurs de charge. De manière très simple, lorsque vous êtes en voiture et que vous prenez un virage, vous êtes déporté sur le côté et vous ressentez une force. Eh bien, imaginez que vous êtes dans un avion de chasse qui vole environ à 20 ou 30 fois la vitesse de votre voiture. Et la force que vous subissez en latéral, il faut savoir que l'avion, lui, s'assoit. Quand il vire, il s'appuie et on subit une force qui est 20 à 30 fois supérieure à celle que vous aviez donc, dans votre voiture. Et on la subit essentiellement de la tête vers les pieds. C'est le facteur de charge. Chacun connaît un petit peu ses limites, chacun s'impose une hygiène différente. Mais ensuite, après, dans l'avion, on est tellement concentré que finalement, on ne pense pas tellement au facteur de charge qu'on prend. Donc ça se fait naturellement, en quelque sorte. Le G, c'est juste la pesanteur. Sous un G, on pèse son poids. Sous 9 G, on fait 9 fois sa masse, c'est-à-dire que le poids est multiplié par 9. Attention pour 9 G. 2, 1. Top, montée. Top, 9 G. Le Mirage 2000 peut monter jusqu'à 9 G en utilisation normale. Il faut savoir qu'à 9 G, une tête normale
pèse dans les 120 kg. Puis on commence quand même sur des avions qui prennent beaucoup moins de facteurs de charge. Donc c'est assez progressif et je pense que le corps s'y habitue petit à petit. Donc après, on peut passer au-delà et penser à autre chose, plus que de vraiment penser à ce qu'on est en train de subir. Il est vrai qu'on peut se faire mal pour se mettre en position de tirer un adversaire, mais bon, si on ne le fait pas, c'est lui qui le fera. Donc on a certes de temps en temps le plaisir de se faire un peu mal. C'est ce qui peut faire la différence entre devenir target, une cible, ou être un chasseur, et tirer la cible. Pour empêcher le sang d'affluer vers ses pieds et éviter qu'il ne perde connaissance, le lieutenant-colonel Bergano enfile une combinaison anti-G. 3. 1, 2. Attention pour monter à 7G. 2, 1, top. Lato 7G. Attention pour monter à 9G. 2, 1, 3. 1, 2, 9G. Retour en G4. Bravo, c'est bien. Notre mission principale, en temps normal, c'est plutôt la sûreté aérienne, les mesures actives de sûreté aérienne. Régulièrement sur la France, et ceci H24, 365 jours par an. J'ai 2 pilotes et 2 avions prêts à décoller. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, et depuis le 11 septembre, nous volons tous en permanence armés avec des obus de bons de guerre, donc avec des omeilles. Et à l'alerte, les avions décollent en permanence avec les missiles, donc avec la full load, ce qu'on appelle la full load, avec la configuration temps de guerre. Nous sommes à Taverny, au CDAOA, le centre de commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Dans ce bunker capable de résister à une attaque nucléaire, on veille à la sécurité du ciel français. Assistance, reconnaissance et contrainte sont les missions de sûreté aérienne quotidienne des pilotes. À vous. Sur d'interrogation radio, le pilote refuse de répondre à nos questions. Comportement anormal, sans marque d'immatriculation. Nice, bien reçu. Vous effectuez une mesure d'escorte sur cet appareil. Est-ce qu'il y a de la tension lorsqu'on part en mission? Oui, bien évidemment. Mais cette tension existe également lorsqu'on part en mission d'entraînement. Cette tension existe, elle est plus forte, certes, quand il y a entre guillemets du risque ou du danger potentiel, lorsqu'il y a des menaces solaires, des menaces aériennes. Mais ça peut paraître bizarre, mais cette tension existe jusqu'au moment où on touche l'avion. Le radome, le gland, la perche, sonde d'incidence, sonde de pression totale, le feu, l'attrape-pantalon, souris rentrée, sécurité canne enlevée, crochet ouvert, le pneumatique, le drapeau, la dérive, sécurité enlevée, rien dans la poubelle, la soute oxygène et fermé verrouillé. On forme, ça va paraître cliché, mais j'allais dire une famille. Il y a une énorme cohésion, on travaille ensemble. Nous n'avons pas tous le même métier parce qu'un escalon, c'est 170 personnes. Il y a tous les mécaniciens. Ce sont réellement les anges gardiens des avions. Ils les chouchoutent, ils en prennent soin, ils les réparent. Et de temps en temps, ils nous les prêtent pour qu'on les casse. Nous les choyons comme des bébés puisque nous, on aime bien nos avions, on aime bien voir un pilote nous dire « ouais, ton avion est propre, il est parfait, quoi, point de vue maintenance ». On a la vie des pilotes entre les mains, on a la vie des civils entre les mains. Si on engage notre responsabilité, on engage la vie des gens. Donc on ne peut pas se permettre de faire une erreur sur l'avion. J'ai toujours regardé les avions avec un regard de gosse. J'adore mes avions. C'est beau, c'est grand, c'est phénoménal. Les caractéristiques du Mirage 2000, relativement simples. Une aile delta typique de Dassault. Le réacteur commence à l'entrée d'air. Il se termine à l'arrière de l'avion, donc on voit bien que le pilote est carrément assis sur le réacteur, ou tout du moins juste devant. Vous pouvez voir juste en dessous de l'entrée d'air, je vais parler à présent de l'armement, donc les sorties, la gueule du canon de gauche. Il faut savoir qu'il y a 2 canons sur ce type d'avion.
Deuxième lance-missile présent sur cet avion, c'est le lance-missile sur lequel viennent se fixer nos missiles d'autoprotection. Ce sont des missiles infrarouges, donc ils se guident sur la chaleur du réacteur d'un avion ennemi. Ici, vous voyez un trait. En partie avant se trouve le radar, le calculateur du radar, et sous ce qu'on appelle le radome qui est gris ici, l'antenne radar. Je vais enchaîner donc sur le principe du carburant. La perche que vous voyez dépasser, perche de ravitaillement en vol. Avec cette perche, donc, lorsqu'on ravitaille, nous arrivons à charger 500 kg à la minute. En interne, nous avons 3 tonnes de pétrole. L'espèce de roquette que vous voyez sur le ventre n'est pas une roquette, mais c'est un bidon également. Un bidon de combat qui, lui, contient également 1 tonne de plus. Lorsque nous partons en vol, nous sommes toujours assis sur un siège éjectable. On peut s'éjecter à l'arrêt, au sol. Bon, pas ici parce qu'il y a un hangar au-dessus, donc ça risquerait de faire un peu mal au crâne. J'aime mon avion et c'est quand même notre outil de travail. C'est avec lui qu'on partira éventuellement à la guerre. Et je pense pas trop à tout ce que j'ai sous moi ou derrière moi, je pense plus à ma mission, mais de temps en temps, il m'arrive de me retourner et de voir ce gros avion derrière moi et de me dire c'est quand même fantastique d'être sur un avion comme ça. C'est quasiment inespéré puisque j'aurais jamais cru pouvoir être sur un Mirage 2000 un jour ou l'autre. Coopérative K, c'est le nom de cet exercice de partenariat pour la paix. 200 pilotes de 22 nationalités différentes sont présents. Un staff de 1600 personnes assure la maintenance et le soutien logistique de 60 avions. Le but de cet exercice high-tech, apprendre aux pilotes à voler et à travailler ensemble. Des Américains avec des Ukrainiens, des Grecs avec des Turcs, des Français avec des Roumains. Les pilotes partent de Saint-Dizier et vont affronter en plein ciel d'autres pilotes venus de la France entière. Mais avant de combattre, il faut savoir communiquer. Au cours de ce briefing, ils vont apprendre un même langage que seuls les initiés pourront décoder. Le lieutenant-colonel Bergano se prépare pour un vol de nuit. On se met en pression avant le vol, que ce soit nuit ou jour, il n'y a pas de grosse différence. Là maintenant, de nuit, on fait exactement la même mission que de jour, que ce soit Victor Mike Charlie ou India Mike Charlie, dans les nuages ou hors des nuages, et vraiment plus de différence. Ça a beaucoup évolué, ça, depuis sur les dernières années. Dès qu'on est dans l'avion, on met de côté la tension, on met de côté le stress, ou alors si on ne le met pas de côté, en tout cas on cherche à le positiver. Ma dernière angoisse, c'est quand je monte à l'échelle parce que je suis un peu sujet au vertige. Donc, mais une fois que je suis assis dans l'avion, tout va bien. On fait partie de la machine, on s'intègre dedans et il n'y a plus qu'à faire son job. Le MiG-21, avion emblématique de la guerre froide. Les temps ont changé. 2 avions français et 2 avions roumains partent pour une mission conjointe. Prêt à mourir gratuitement? Non, certainement pas. Je pense que je défendrai ma peau chèrement, mais je suis prêt à assumer les risques tout en cherchant bien évidemment à les minimiser au maximum et surtout les minimiser pour l'ensemble de mes gars. Et de mes filles aussi d'ailleurs. C'est notre métier, mais moi je pense qu'en même temps pour un pilote, mourir au combat si ça devait arriver, eh bien c'est une des plus belles morts qui puissent nous arriver. Donc c'est pas un sacrifice si dur à vivre. C'est un métier qui doit être fait avec amour. Il demande énormément de sacrifices, il demande beaucoup d'efforts et je pense pas qu'on puisse le faire proprement et complètement sans amour. Oui. Pour les pilotes de chasse,
Le quotidien se trouve à 16 000 mètres d'altitude et file à 2700 km/h.